À la fois hybride, GPL, automatique et bien sûr 4x4, voici la fiche technique du nouveau Duster hybride G150, la version qui remplace le Duster 4x4 à boîte mécanique et transmission également mécanique que l'on connaissait jusqu'à présent. Sur le papier, une vraie voiture d'ingénieur avec des caractéristiques qui, vous l'avez vu, eh bien, en tout cas, suscitent la curiosité. On a voulu évidemment le tester et surtout voir si ses capacités hors bitume étaient aussi bonnes que celles de l'ancien Duster 4x4 qui était une référence dans le monde des SUV. Bienvenue au Maroc, dans le désert d'Agafay, pour l'essai du nouveau Duster hybride G150 4x4. Extérieurement, on ne va pas vous refaire une énième présentation du Duster de 3e génération, vous le connaissez bien. Il n'a pas changé avec cette nouvelle version 4x4. On va juste rappeler les fondamentaux et notamment les angles d'attaque. Alors ça, c'est très important parce que par rapport à la version 4.2, eh bien, on a ce bouclier avant qui est différent, qui a un angle plus prononcé. Ça, c'est conservé par rapport au Duster à boîte mécanique et transmission mécanique qu'on avait avant. Sont également conservés ici les pneus 4 saisons. Alors, c'est déjà mieux que des pneus route, c'est pas aussi efficace qu'un vrai pneu tout-terrain. Malgré tout, on a quand même plus d'efficacité, notamment sur les pistes, même si on va quand même crever un petit peu plus facilement qu'avec des vrais pneus AT. On retrouve les gimmicks de style du Duster, alors avec notamment ce snorkel en matière recyclée, de même que les arches de roue. Pour le reste, là ici, on est avec une version extrême, donc on a les rétros couleur cuir. Bon, il est également disponible en version expression et en version de journée, on y reviendra à la fin quand on parlera des prix. On a toujours une garde au sol excellente pour la catégorie de 217 mm avec le point le plus bas à 209 mm à l'avant. À l'arrière, ça n'a pas changé malgré l'adoption de la machinerie électrique. En termes d'angle ventral, toujours 24 degrés, là non plus pas de changement. Et à l'arrière, un angle de fuite excellent. Finalement, la seule chose qui va changer à l'arrière, eh ben, ça va être l'adoption de ces nouveaux petits logos Duster hybride et 4x4 à la fois. On vous en parlera pour la partie mécanique. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'intérieur. Alors, je pourrais vous dire qu'on est allé laver la voiture et qu'on l'a fait bien propre pour vous montrer l'habitacle de ce Duster. On a tourné les images avant quand il était encore bien propre et pas poussiéreux. On visite l'intérieur et on se retrouve pour parler de la mécanique. Vous l'avez vu, à l'extérieur, pas énormément de changements par rapport à l'ancien Duster 4x4. C'est un petit peu la même chose à l'intérieur où il n'y a pas de grande révolution, juste 2-3 petits détails. On retrouve la planche de bord telle qu'on la connaissait auparavant sur les autres modèles de Duster. Alors oui, c'est toujours du plastique dur. Ça, on est chez Dacia. Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment, dans le sens où c'est bien assemblé. C'est également assez costaud. Sa boîte du plastique dur, c'est pas très sensible aux rayures. Ça va bien avec la vocation de la voiture, tout comme le design d'ailleurs de cette planche de bord, qui est plutôt raccord avec l'extérieur. Un Duster 4x4, un petit peu baroudeur. Ça ne change pas. La nouveauté, en revanche, elle est ici, sur cette platine de commande où on a à la fois le levier de vitesse de boîte automatique et également la molette pour sélectionner les différents modes 4x4. Ça, jusqu'à présent, on ne pouvait pas avoir les deux ensemble. Il fallait choisir soit un Duster hybride boîte automatique, soit un Duster 4x4. Là, maintenant, vous allez le voir, on a les deux en même temps. Et puis, également, ce qui va avec cette boîte automatique, eh bien, ce sont les palettes ici au volant. Ça, c'est très classique. Une palette pour monter les rapports, une palette pour les descendre. C'est classique, mais c'est nouveau chez Dacia. Pour le reste, rien ne change. On retrouve avec plaisir l'ergonomie du Duster, qui est toujours un modèle du genre, avec encore eh bien, des commodos physiques, des boutons physiques également sur le volant, et puis une climatisation pour laquelle on a de vrais boutons et pas des commandes haptiques ou tactiles. Ça, on apprécie vraiment au quotidien. À l'arrière, pas de changement non plus. On a toujours cette ambiance un petit peu confinée avec une surface vitrée un petit peu basse et puis ces vitres arrière surteintées qui empêchent la luminosité de pénétrer dans l'habitacle. Et on a toujours une bonne habitabilité. En revanche, avec un rayon au genou qui est de 204 mm, c'est toujours une très bonne valeur pour la catégorie. C'est forcément moins bien que le Bigster qui est beaucoup plus long, mais on a quand même la place pour au moins 2 adultes à l'arrière. On termine ce tour de l'habitacle avec le coffre, une donnée toujours importante pour un véhicule à vocation familiale. Là, il y a un changement. En effet, on a une petite régression du volume de coffre. Sur l'ancien 4x4, on était environ à 450 litres VDA. Là, on passe à seulement 400 litres. Attention, 400 litres sous le cache-bagage, c'est-à-dire qu'on peut encore en remettre un petit peu si on enlève le cache-bagage. Pourquoi cette capacité en régression? Tout simplement parce qu'on conserve le plancher qui est spécifique à la version 4x4, donc qui est un petit peu rehaussé pour pouvoir faire passer la machinerie électrique à l'arrière, tout comme avant il fallait le rehausser pour passer le train arrière multibras. Mais en plus, cette fois, on ne profite pas du double fond du coffre, puisque à la place d'un espace de rangement supplémentaire, on a la bouteille de GPL 50 litres. Ça, on va en parler tout de suite sur le chapitre mécanique. Le chapitre mécanique, c'est évidemment le gros morceau de cet essai, avec une mécanique entièrement nouvelle. Alors malgré son patronyme d'hybride G150, ce moteur n'a rien à voir avec la version hybride 155, c'est une technologie complètement différente.
Pour la partie thermique, on retrouve le moteur Mild Hybrid G140 du Bigster, qui a déjà été à l'essai sur l'Argus.fr. C'est un moteur 1,2 litre turbo, 3 cylindres. Tout ça, c'est assez classique maintenant chez Renault et surtout chez Dacia. Il est nativement au GPL, alors ça c'est pour l'économie à la fois de carburant, parce que même si la consommation est un petit peu supérieure, on a quand même un carburant beaucoup moins cher. C'est également très utile pour les rejets de CO2 puisque l'homologation se fait en mode GPL. Ce moteur Hybrid G140, comme son nom l'indique, développe 140 chevaux. Il développe également 230 Nm et c'est un micro-hybride. Micro-hybride pourquoi? Parce qu'on a ici un alterno-démarreur qui va fournir une puissance en crête jusqu'à 15 chevaux, qui est alimenté par une petite batterie de 48 volts sous le siège. Batterie qui, vous allez le voir, sert aussi pour le train arrière. La grande nouveauté, c'est ici la boîte EDC à 6 rapports, une boîte humide qui va permettre, vous allez voir, en tout terrain pas mal d'avantages, notamment sur les progressions lentes. Ce n'est pas la même boîte EDC à 6 rapports qu'on avait eu auparavant chez Dacia sur les Duster de première et de deuxième génération, une boîte entièrement nouvelle. Là où ça change, on va aller le voir, c'est la partie arrière. Il n'y a plus de transmission mécanique comme on l'avait auparavant sur les précédents Duster qui utilisaient un système de transmission intégrale emprunté à Nissan. Ça, c'était depuis 2010. C'était le même système que sur les Murano, les X-Trail. On avait très classiquement une petite boîte de transfert, un arbre de transmission et un train arrière mécanique. Aujourd'hui, tout change. On n'a plus d'axe de liaison entre les trains avant et les trains arrière. Ce sont les électrons qui vont remplacer tout ça. On retrouve un moteur à l'arrière. C'est pas un simple moteur. C'est un moteur qui est accouplé à une boîte à 2 rapports. Rapport court, plutôt pour le tout-terrain et pour propulser la voiture sur les premiers mètres en ville et en circulation courante. Et un deuxième rapport beaucoup plus long, capable d'aller jusqu'à 140 km/h. Ce moteur électrique qui est à l'arrière, il développe 31 chevaux jusqu'à 87 Nm de couple en pic. Et c'est lui donc qui va remplacer l'ancienne transmission mécanique. Les avantages sont nombreux, évidemment, moins de consommation, moins de frottement. C'est une boîte, je vous ai dit, elle a 2 rapports, mais elle est également capable de fonctionner dite déclotchée, en roue libre, débrayée, en bon français, qui va permettre là aussi, en circulation normale, en 4x2, eh bien, de faire des économies de carburant. L'adoption de cette boîte mécanique introduit un gros changement technique au niveau du Duster. On va le voir ici, on a évidemment ce train arrière électrique avec cette boîte qui prend un petit peu plus de place. On a ici une protection en tôle qui est fournie de série pour éviter que ça tape, notamment en tout terrain. Donc ça, c'est le premier gros changement avec cette machinerie, donc je dis électrique, qui n'est pas particulièrement exposée, pas plus que le pont arrière, mais on a également un changement au niveau de la géométrie des trains. Avant, on utilisait un train arrière dit à bras tirés. Là, aujourd'hui, on est sur un essieu souple qui n'est pas tout à fait celui du 4x2. Il est quand même modifié pour coller aux contraintes de la voiture en tout terrain. On va le voir, ça a des petites conséquences également en termes de franchissement et également en comportement routier. Je vous propose donc maintenant qu'on aille essayer ce Duster sur piste et aussi peut-être un petit peu sur route. Alors en pratique, comment ce système fonctionne? On va d'abord s'intéresser aux 3 modes de conduite hors route, on va dire. Le mode snow, on va pas beaucoup en parler, forcément on est en plein désert marocain, vous vous doutez bien que la neige, on n'en a pas juste à côté. En revanche, le mode Mud and Sand et le mode 4x4 Lock, là en revanche, ils nous sont beaucoup plus utiles aujourd'hui. Tout simplement parce que dans ces modes-là, eh bien, le moteur thermique à l'avant, évidemment, est toujours déclenché, mais il sert aussi à alimenter la batterie et, si besoin, directement le train arrière électrique, ce qui fait qu'on est toujours en 4 roues motrices avec, comme auparavant, une répartition variable du couple entre l'avant et l'arrière. Là où ça change, c'est qu'on a du couple disponible immédiatement. Ça, c'est l'avantage, évidemment, de l'électrique. Jusqu'à 87 Nm, je l'ai dit, ça va suffire à décoller la voiture, mais également à franchir en tout terrain. Et puis, sur des pistes ici un petit peu plus roulantes, eh bien, ça va nous donner les vrais avantages d'une transmission intégrale, tout simplement parce que on est en 4x4, on a de la motricité quoi qu'il arrive, même si on roule assez vite. Ce mode lock, il est actif jusqu'à 70 km/h, ce qui est déjà pas mal sur piste roulante. Sur le mode Mud and Sand, on a essentiellement des différences au niveau de la cartographie. Là encore, il va être déclenché jusqu'à 70 km/h. Après, si vraiment on veut rouler très vite sur piste, on peut parler du mode auto, mais le mode auto et le mode éco, on en parlera plus longuement quand on sera sur le bitume. En attendant, pour le moment, de ce qu'on a vu sur piste, c'est au moins aussi efficace que l'ancienne transmission intégrale. On n'a pas de perte de motricité, on a toujours une très bonne adhérence, c'est le moins qu'on attendait de ce type de véhicule.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce que ça vaut vraiment en franchissement et en tout-terrain, parce que malgré tout, il manque la première raccourcie qu'on avait avant sur le Duster. On a un train arrière, je vous l'ai dit, qui est nouveau, qui est un train arrière semi-rigide. Donc, est-ce que ça va jouer en tout-terrain? Est-ce qu'on va retrouver les capacités de franchissement? On va trouver un petit terrain de jeu, et puis on va voir ça ensemble. On attendait bien sûr beaucoup des capacités tout-terrain de ce nouveau Duster 4x4, parce que c'est un peu la spécificité de ce modèle depuis son apparition en 2010. Il a toujours démontré des capacités tout-terrain bien supérieures à celles des simples SUV. Alors, sur cette nouvelle version, eh bien, on vous l'a dit, on a un train arrière électrique et non plus une transmission mécanique. Et la particularité, c'est que quand on est sur un des 3 modes de tout-terrain, donc là, en l'occurrence, je suis en mode lock, eh bien, on va avoir en permanence le moteur thermique qui va alimenter la batterie et le train arrière. Ce train arrière, eh ben, il va toujours démontrer une motricité impeccable, et ça, on le voit notamment, eh bien, comme ici, en croisement de pont. On a toujours la simulation, en fait, d'un glissement limité à l'avant comme à l'arrière, donc on a relativement peu de perte de motricité. Le seul petit inconvénient, le seul petit recul qu'on va avoir par rapport au précédent Duster, c'est qu'on n'a plus un train arrière multibras, mais un essieu semi-souple, et en fait, eh ben, cet essieu, on va avoir tendance à lever la patte, vous venez de le voir, un petit peu plus facilement qu'auparavant. C'est pas vraiment gênant dans le sens où, de toute façon, même quand on lève la patte, eh bien, le contrôle de traction va faire que on a de la motricité un petit peu tout le temps, et ça, c'est quand même assez agréable en tout terrain. Et surtout, on va pas avoir de perte de traction, on va pas avoir cette chaîne de traction qui va être rompue quand on va progresser en tout terrain, et on va, quoi qu'il arrive, eh bien, réussir à repartir et à se sortir de la plupart des difficultés. On arrive sur une grande descente, on retrouve ici une fonctionnalité que l'on connaît depuis le Duster de 2e génération, l'aide à la descente, Hill Descent Control en anglais. Elle est modifiée par rapport à l'ancienne version, sachant qu'elle se déclenche dès 3 km/h. Ça va nous permettre d'avoir une descente extrêmement lente, et vous voyez là, je l'ai paramétré à 5 km/h. Petite limite, ça se fait uniquement à l'accélérateur et au frein. Il n'y a pas encore de fonctionnalité pour pouvoir la déclencher depuis les boutons plus et moins du régulateur, comme on le trouve parfois sur certains 4x4 style Land Rover. On nous a dit que ça pourrait arriver en cours de production. En attendant, ça fonctionne très bien. Là, on est quand même dans une pente déjà qui est pas mal prononcée. La voiture maintient les 5 km/h. Le gros avantage de cette transmission électrique, c'est qu'elle ne fait pas appel qu'au frein pour gérer l'aide à la descente. On a, je vous l'ai dit, un train arrière électrique. Un train arrière électrique en régénération, il va naturellement freiner la voiture. Et ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport à l'ancien Duster. C'est-à-dire qu'on ne va pas être que sur les freins pour gérer la descente. On va également se servir de la machinerie électrique pour avoir non seulement du frein moteur, mais également recharger la batterie, qui va nous servir d'ailleurs tout de suite, puisque là, on a une belle montée qu'on va aborder à rythme tout aussi lent. Et là encore, on le verra sur des parties de plus gros franchissements, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec le Duster. On était obligé de lancer la mécanique pour avoir le couple maximal, c'est-à-dire au moins à 1500-2000 tours. Ici, entre le train arrière électrique qui envoie du couple dès les premiers km/h et la boîte avant qui est capable de gérer le patinage, là vous voyez, je suis en train de monter la pente qui est encore plus prononcée que la descente qu'on vient de faire. Je suis en train de la monter également à 5 km/h. La voiture continue d'avancer. Ça, c'était impossible à faire avec la transmission mécanique. Donc là-dessus, avantage au nouveau Duster en termes de capacité hors bitume. Alors, sur les précédents Duster 4x4, on avait une boîte mécanique avec une première raccourcie. Là, la petite inquiétude qu'on avait avec cette nouvelle version, c'est qu'on est en boîte automatique avec une démultiplication en première qui est finalement pas plus courte que sur une version 4.2. Mais là où les ingénieurs ont très bien bossé, c'est qu'on a notamment cette motricité sur le train arrière dès 1 ou 2 km/h, c'est ce qu'on n'avait pas avant, et que la boîte automatique, on vous l'a dit, c'est une boîte dite humide. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence des boîtes classiques à double embrayage qui sont en général à carter sec et qui vont avoir tendance à s'échauffer très rapidement, ici, au contraire, on va pouvoir gérer un patinage sans abîmer la boîte, sans abîmer les embrayages, ce qui permet de progresser beaucoup plus lentement encore qu'avec l'ancien Duster. Donc non seulement les capacités ne régressent pas par rapport à l'ancienne version, mais elles sont même en progrès. Le Duster 4x4 n'a jamais été aussi efficace. Alors on va profiter d'un dernier petit passage délicat pour parler de la boîte de vitesse, en tout cas en tout terrain. On peut la passer à tout moment en manuel. Il va suffire d'appuyer pendant 4 secondes sur la palette. Et là, on est automatiquement en mode manuel.
Ça va permettre de bloquer, notamment en tout terrain, eh bien, la boîte en première, ce qui va l'empêcher de passer en seconde, même si on prend de la vitesse. Ça, c'est assez pratique et on retrouve la même efficacité que quand on était sur une boîte mécanique. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt bien géré. Donc là-dessus, pas de regret. Petit défaut quand même, alors ça ne concerne pas la boîte mécanique, mais plutôt ici la direction. Là, je suis dans un enchaînement de croisements de ponts. On aurait aimé que Dacia profite de cette nouvelle mouture du Duster 4x4 pour revoir un des défauts qui a toujours été plus ou moins présent sur les différentes versions du Duster 4x4, qui est une direction qui manque un petit peu de consistance. On le sait, aujourd'hui, sur une direction électrique, on est capable de gérer différents modes, des assistances variables. Et on aurait bien aimé que les ingénieurs nous concoctent un petit mode qui permette, quand on passe en mode off-road, d'avoir une direction beaucoup plus dure et beaucoup plus directe, ce qui permettrait un petit peu de mieux sentir les roues. C'est possible techniquement, c'est pas encore fait, peut-être que ça arrivera sur des futures versions. En tout cas, ça c'est un petit point négatif. C'est pas très grave, mais ce Duster est tellement excellent en franchissement qu'on aurait aimé avoir une direction en accord avec le reste de ses capacités. Bien, on s'est bien amusé sur la piste pendant ces 2 jours d'essai. On va quand même vous parler un petit peu de la route. C'est pas parce qu'on veut pas vous en parler plus que ça, juste que le parcours était composé à 90% de tout terrain. Alors malgré tout, sur le bitume, ici ça va pas être très représentatif. Les routes qu'on emprunte sont limitées à 80 km/h. Malgré tout, on peut déjà parler du mode auto. Le mode auto, c'est celui dont vous allez vous servir la plupart du temps sur la route, quelles que soient les conditions, y compris s'il y a un petit peu de neige ou de verglas. C'est le mode le plus polyvalent. Là, l'électronique va gérer tout seul la répartition entre le thermique à l'avant et le mode électrique à l'arrière. Elle va être capable de donner des moments uniquement en mode EV, donc en mode 100% électrique, notamment à basse vitesse. Et sur le reste des conditions de conduite, on va plutôt avoir un train arrière qui va venir aider le train avant, cette fois-ci non pas à des fins de franchissement, mais plutôt de tenue de route et de motricité. Par exemple, si vous êtes sur une surface un petit peu mouillée, là, on va sentir les roues arrière qui vont pouvoir pousser. On l'a dit, le train arrière est actif jusqu'à 140 km/h. Ça laisse déjà une bonne marge pour rouler dans à peu près toutes les conditions. On dispose également du mode éco. Alors, ce mode éco n'est pas là que pour brider les performances de la voiture. Au contraire, il est plus utilisable qu'auparavant. On a certes une réponse à l'accélérateur qui est un petit peu moins franche, un petit peu moins directe. Néanmoins, on peut disposer de toute la puissance disponible en appuyant à fond sur l'accélérateur. Ça, c'est plutôt pas mal. Le mode éco, forcément, on va avoir tendance à plus l'utiliser en environnement urbain ou périurbain, mais il est également utilisable tout à fait sur route. Le mode éco va privilégier dès qu'il le peut le train arrière électrique pour avancer sans consommation. Les transitions entre les phases électriques et thermiques sont d'ailleurs plus douces en mode éco. S'il y avait un petit reproche qu'on pourrait justement faire à ce Duster hybride G150 pour le moment, c'est que sur les phases en mode automatique, on a parfois dans les transitions entre l'électrique et le thermique des différences de couple qui sont un petit peu sensibles. C'est pas très gênant, mais c'est pas aussi fluide que ce qu'on aurait pu espérer avec ce type de propulsion. Tout ça, ce sera confirmé sur un parcours plus long, sur nos parcours habituels. Il faudra prendre la voiture et rouler dans beaucoup plus de conditions, notamment sur autoroute, en montagne également, pour voir un petit peu comment fonctionne ce nouvel ensemble mécanique. La boîte automatique, on va terminer aussi là-dessus. On peut toujours la passer en mode manuel quand on est sur la route. Honnêtement, ça ne sera pas très utile. C'est très bien géré en mode full automatique la plupart du temps. Il n'y a pas vraiment besoin d'activer les palettes. Le seul endroit où ce sera vraiment utile, ce sera notamment en montagne pour récupérer du point moteur. Ça, c'est pas mal, notamment par exemple à l'hybride 155 où on va avoir un vrai mode de rétrogradage qui va nous permettre de gagner du frein moteur. Pour le reste, en termes de performance, là aussi, il faudra qu'on ait un petit peu plus de roulage pour vous en dire plus. Néanmoins, par rapport à l'hybride 155, on a toujours le thermique qui développe ses 140 chevaux. On a un train arrière électrique qui est toujours là parce que la batterie ne peut jamais être vide et on a toujours une réserve suffisante de puissance pour solliciter les 31 chevaux du train arrière. Donc, ce qui fait que par rapport à un hybride 155 au moteur e-tech que l'on connaît notamment sur le Duster et sur le Bigster, on a des performances qui sont constantes et un agrément qui est plutôt supérieur. Là encore, ça sera à confirmer, de même que la consommation. Nous voilà arrivés au terme de ce premier contact avec le nouveau Duster hybride G150 4x4.
On n'a pas parlé de conso, c'est normal, vous l'avez vu, les conditions n'étaient pas vraiment représentatives de ce que vous ferez au quotidien avec ce véhicule. On le reprendra plus tard pour un essai de plus longue durée avec beaucoup plus de bitume. Néanmoins, on peut déjà tirer quelques conclusions. La première, c'est que effectivement, les capacités tout-terrain, elles n'ont pas régressé. Ça, c'était quand même le point fondamental de cet essai. On a voulu le vérifier, on n'a pas été déçus. Elles sont même en progrès sur pas mal de points, comme vous avez pu le voir. Donc ça, c'est un vrai satisfecit en ce qui concerne les capacités hors bitume de ce Duster 4x4. Sur la route, on verra ce que ça donne. En première approche, on peut dire que c'est déjà plus agréable à rouler, qu'on a plus de puissance, probablement plus d'économie quand on pourra rouler au GPL. On vous l'a dit, on n'a pas pu l'essayer au GPL. Donc ça, en termes de budget carburant, forcément, ça se ressentira. Puisqu'on aborde le chapitre du budget, on va parler des tarifs. Les tarifs, ils augmentent de 1 700 € par rapport à l'ancien Duster 4x4 en transmission mécanique. Ils démarrent à 28 800 € pour la finition expression. Ils sont à 30 300 € pour la finition extrême de notre essai ou pour la finition de journée avec une approche un petit peu plus confort et équipement. Alors certes, le prix, on l'a dit, il augmente de 1 700 €. Néanmoins, il faut faire attention à un point, c'est que l'ancien Duster, avec des rejets d'environ 140-141 grammes, était déjà redevable d'un malus de 1 172 € en 2025 et de plus de 1 700 € en 2026. Lui, avec ses rejets beaucoup plus faibles, de 117 grammes environ, entre 115 et 119 grammes selon les finitions et les options, on va avoir un malus qui va être compris approximativement entre 200 et 300 €. C'est-à-dire qu'au final, il n'est pas beaucoup plus cher que l'ancien Duster 4x4 et on gagne quand même au passage la boîte automatique et le GPL. L'ancien était en essence. Bref, le rapport qualité-prix, il est encore plus affûté que sur l'ancienne mouture. On peut dire que Dacia a progressé sur les prestations sans augmentation significative du prix. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de la voiture. Est-ce qu'il vous tente par rapport au Duster 4x4 classique? Si vous êtes possesseur également d'une ancienne version du Duster 4x4, n'hésitez pas à nous dire si cette nouvelle version vous attire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à très bientôt.